Eh ben, il est 15h01, on peut commencer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième journée de notre semaine sur l'intelligence artificielle. Une semaine pour explorer le sujet des IA génératives, de l'adaptation des établissements d'enseignement face à ces technologies et leurs réponses également face à ces technologies. Est-ce que les établissements d'enseignement ont pu s'adapter? Est-ce qu'il y a eu des applications? Est-ce qu'il y a eu des formations côté enseignants et étudiants? Nous allons essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Euh, donc, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui étaient présents pendant nos deux premières conférences, peut-être qu'ils me connaissent maintenant. Moi, je suis Mohamed du pôle communication de Compilatio. Donc, je m'occupe de l'organisation de cet événement, de l'animation des conférences avec ma collègue Lucille et de la modération du chat. Lucille, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Donc moi je suis Lucille et je fais également partie de l'équipe communication avec Mohamed et on est ravis du succès que rencontrent ces conférences cette semaine. En fait, on avait déjà fait ce type de conférence l'année dernière sur notre marché anglophone pour une cible anglophone. Et du coup, on avait cette année envie de privilégier notre marché historique chez Compilatio, le marché francophone. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette semaine de conférences. Il y en a déjà eu 2 lundi et mardi qui ont regroupé pas mal de monde. Et puis là, celle d'aujourd'hui et celle de demain affichent complet. Donc, merci beaucoup pour votre enthousiasme. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Compilatio, on est donc en quelques secondes, je ne vais pas faire long là-dessus. On est une entreprise qui accompagne les établissements, surtout académiques, dans leur démarche d'intégrité et d'authenticité. Donc, historiquement, on promeut des logiciels de détection du plagiat. Depuis 2 ans, des logiciels de détection de contenu généré par IA. Et en plus de ces outils de détection, on propose des formations, des webinars, des espaces de discussion comme ceux d'aujourd'hui pour vraiment accompagner les établissements dans cette grande problématique de l'intégrité. Pour l'espace d'échange ensemble aujourd'hui, donc on est sur un outil qui s'appelle Trainer Central, mais je pense qu'il ressemble à ce dont vous avez l'habitude d'utiliser. Vous avez un petit onglet questions où vous pouvez vraiment nous poser toutes vos questions. On y répondra par écrit ou on les fera remonter à Yves à la fin de son intervention. Vous avez un onglet de chat aussi pour les discussions un peu plus informelles. Vous avez également un onglet notes personnelles pour prendre toutes vos notes qui vous seront envoyées à la fin de votre session. Et on a volontairement coupé les micros pour qu'on s'entende bien tous et qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Voilà, je ne fais pas plus long sur les aspects techniques et je redonne la parole à Mohamed. Donc, 4 conférences, 4 intervenants et 4 problématiques différentes toujours autour du sujet de l'intelligence artificielle. Nous avons eu le plaisir d'accueillir lundi Jean-François Van de Poel de l'Université de Lausanne. Mardi, nous avons accueilli Guy Mamou-Mani, qui est professeur en école de commerce et spécialiste du numérique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Moreau de l'Université de Lyon. Bonjour Yves, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, nous dire ce que vous faites, votre parcours, votre lien avec les IA génératives? Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Yves Moreau. Je suis ingénieur pour l'enseignement numérique à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et je suis référent plagiat de mon établissement depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que je forme et j'accompagne les enseignants dans l'utilisation de Compilatio, mais aussi in extenso sur toutes les problématiques liées au plagiat et à l'intégrité académique. Même si on a un référent intégrité scientifique à l'université, en fait, les questions débordent sur dans le cadre de l'intégrité, sur le cadre de l'intégrité académique. Après mon parcours, moi j'ai un doctorat en histoire et donc j'ai été sur Lyon, dans mon laboratoire, a été un des pionniers en matière de ce qu'on appelle les humanités numériques. Donc ma thèse
a été partiellement conçu autour d'une base de données historique. Et c'est grâce à ça que c'est grâce à cette thèse que je suis rentré dans cette fonction d'ingénieur pour l'enseignement numérique. Pourquoi? Parce que effectivement, il y avait du numérique tout simplement, voilà, et que c'était pas encore très évident à l'époque. Hein, c'était il y a voilà, c'était il y a 15 ans. Hein. Et donc, pourquoi, comment je suis devenu référent plagiat? Alors c'est un truc assez bon, c'est ancien là aussi, hein, ça date il y a 10 ans. C'est qu'on a eu un gros plagiat qui a été médiatisé. C'était une thèse en co-tutelle et ça a été médiatisé dans le pays, l'autre pays de tutelle que la France. Et ça avait fait un petit scandale à l'époque. Et en fait, c'était remonté jusqu'à notre présidence et il avait fallu blinder le dossier d'instruction pour la section disciplinaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place différentes choses. En fait, je les avais mis donc, ce que je dis à l'instant, je les avais mis sur un diaporama pour servir de support, hein, mais bon, Ok. là, je vous en parle. Voilà, je vous en parle. Et donc, au fur et à mesure, après ce problème-là, on a mis en place toute une procédure pour la soutenance des thèses, notamment parce que c'est là où il y avait vraiment un problème. Et ensuite, on a mis en place toute une série de formations sur Compilatio et de manière globale sur le plagiat. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Non, avant de vous donner la main, Yves, juste petit rappel, demain, on a la dernière conférence qui est prévue et qui sera présentée par Frédéric Camiès, le dirigeant de Compilatio, et Mélissa Toy, chef de produit, sur le sujet de Jingo, un outil d'aide à la correction alimenté par l'IA. Donc, ce sera la dernière conférence. Elle est malheureusement complète, donc si vous n'êtes pas inscrit, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay qui sera posté sur YouTube. Et c'est également le cas pour toutes ces conférences-là, pour les deux premières et pour celle d'aujourd'hui. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h45. On vous donne la main, Yves, pour partager votre support. Alors, il faut déjà que je trouve le bouton. Alors, il s'affichera quand on vous aura donné la main. Malinx. Accepter. Ok. Partager. Voilà. Alors, je vais mettre. Hop. Ouais, donc d'accord, j'ai compris. Ça, fermé. Ça, ok. Ensuite, partager l'écran. Hop. Et hop. Voilà. Alors, hop, je reprends. Donc, oui, effectivement. Donc, je vous ai donné un peu l'historique de comment je suis rentré dans ce, en fait, en tant que référent plagiat. Donc, l'objectif de ma présentation, ça va être effectivement de vous faire un petit retour d'expérience sur la manière dont on a déployé une politique de prévention à Lyon 3 sur le plagiat et surtout maintenant sur l'IA, puisque les cas qu'on a désormais sont majoritairement des cas de fraude à l'IA et plus tellement de plagiat, même si ça existe encore, ça devient de plus en plus réduit. Alors, quelques mots sur le contexte. Est-ce que vous arrivez à mettre vos diaporamas en grand écran? En mode présentation, là, ça va? Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, super. Ouais. Non, là, ça ne va pas. Non, de l'autre côté, Sandra, ça n'a pas bougé. Est-ce que vous avez partagé alors, la bonne on va faire autre chose. Ah, voilà. Alors, je vais partager. Alors, moi, je vais peut-être pas y arriver. Hein. Sinon, alors, sélectionner. Alors, si je fais écran entier, pour le coup. Ouais, vous ne nous verrez plus, mais on verra tout. Et là, vous voyez quelque chose? Parfait. Nickel. Bon, alors, je vais plus vous voir. Donc, je vais essayer de faire ça pour qu'on ait un temps d'échange quand même, donc rapidement. Donc, pour situer un petit peu l'université Jean Moulin Lyon 3, donc on est une université qui a 27 000 étudiants. On est une université qui est essentielle en sciences humaines, avec différentes facultés en droit, en langue, en lettres, en philosophie et des instituts en gestion
plus une IUT. Hein. Donc, ça correspond actuellement à peu près 28 000 étudiants, dont 13% qui sont délocalisés. Et ça a son importance pour la suite de mes propos. Donc, on a des étudiants qui sont effectivement plus des 2 tiers au niveau basique des études universitaires, c'est-à-dire au niveau licence. Et actuellement, avec l'IA, c'est ce niveau qui pose pas mal de problèmes. Hein. Et ensuite, effectivement, on a un bon tiers en master et on a assez peu de doctorants. On a effectivement à peu près 2% d'étudiants en doctorat. Voilà, avec 100 à 200 thèses de doctorat soutenues par an. Alors, le contexte, c'est pour faire très rapidement, c'est qu'on utilise Compilatio de longue date à Lyon 3. Donc, il est couplé chez nous à notre plateforme pédagogique, donc notre LMS qui s'appelle Moodle. Donc, tout à l'heure, j'évoquais la procédure de soutenance de thèse en lien avec le gros cas qu'on a eu de plagiat. Elle est active depuis 2014 et cette procédure est plutôt efficace puisqu'elle permet, dans le cadre du dépôt de la thèse avant la soutenance, de détecter en amont les problèmes qu'il peut y avoir sur les thèses des étudiants, enfin des doctorants, et effectivement, et ça permet de renforcer la qualité des soutenances en évitant notamment tout ce qui est problème d'ordre méthodologique, puisque l'essentiel des cas qui ont été repérés par Compilatio par le passé, c'est des problèmes méthodologiques plus que de la véritable fraude. Les cas de plagiat pur, ils sont très rares. Donc, on peut s'en féliciter. Donc, cette procédure a fait apporter ses effets et permet justement d'éviter des cas vraiment problématiques. Voilà. Depuis 2019, on utilise également Compilatio pour passer systématiquement tous les masters de certaines facultés d'établissement, avec des résultats là aussi très probants. Et donc, effectivement, en lien avec ces deux process, je délivre des formations liées sur Compilatio et le plagiat aux enseignants depuis 2014. Et maintenant, on a quand même une très grande majorité des enseignants qui sont formés au logiciel et aux problématiques de plagiat et qui savent utiliser Compilatio, interpréter les rapports d'analyse et donc utiliser l'outil en parfaite autonomie. Couplé justement à ces formations et à ces processus, à ces procédures de passage à Compilatio, ça a permis, en fait, ma Compilatio a un effet levier, ce qui a permis de mettre en place des cours de méthodologie pour les étudiants en licence et master, de méthodologie rédactionnelle, puisqu'effectivement, il y a toute une méthode par rapport aux mémoires notamment et au doctorat qu'on attend des étudiants. Et le premier des critères, c'est l'originalité, certes, mais il y a aussi toute une structuration très française et très cartésienne, de plans en 2 ou 3 parties, ça dépend des disciplines, etc. Et donc, effectivement, en amont, il y a quelques années, il y a peut-être même 10 ans, ces cours de méthodologie n'existaient pas nécessairement. Donc, ça a permis là aussi de renforcer la qualité rédactionnelle des travaux remis par les étudiants à leurs enseignants en ligne ou de manière numérique. Voilà, de manière numérique pour ensuite être soutenus. Et puis, effectivement, très récemment, on a déployé Magister Plus, donc ça fait 1 an qu'on le déploie et ça a eu vraiment ses effets, mais je vais y revenir. Alors, effectivement, le tournant pour Lyon 3 dans la mise en place d'une politique de prévention vis-à-vis notamment de l'IA, c'est le tournant de l'année universitaire 2022-2023 et notamment effectivement l'irruption de ChatGPT dans le champ académique par en fait sa mise à disposition du grand public. Donc ça date de novembre 2022. Les premiers cas de fraude à l'IA qui ont été signalés par des enseignants, chez nous, ça date du premier semestre 2023. Donc, on a une appropriation de ces outils précoce de la part de nos étudiants, mais une prise en main de ces outils vraiment rudimentaire. Donc, on n'a pas des profils de geeks, on a vraiment des profils de consommateurs qui vont toucher l'outil, tester l'outil et ensuite se l'approprier pour faire surtout des opérations de copier-coller par rapport aux restitutions qui sont données par ces IA génératives. Alors, les premiers cas vraiment problématiques qui posent un problème d'un point de vue de l'intégrité académique, ce sont des Master 2, c'est un Master 2 délocalisé au Liban.
donc plutôt affilié à la faculté de droit. Et là, on a eu sur 20 mémoires d'étudiants de M2, on a une quinzaine de cas où il y avait de la fraude à l'IA. Il y avait notamment même un mémoire qui était sur l'IA avec de la fraude à l'IA. Donc c'est assez méta, moi ça me fait beaucoup rire. Les enseignants, beaucoup moins. Et au Liban, ils étaient vraiment pas contents. Donc du coup, ils se sont fait taper sur le doigt. Alors là, ça a mis en exergue à la fois des problèmes d'ordre méthodologique, puisque c'était essentiellement des officiers de l'armée libanaise, enfin des officiers de la police libanaise, pas de l'armée libanaise, qui n'avaient pas vraiment le temps de rédiger leur mémoire. Donc du coup, ils ont une très bonne maîtrise du français à l'oral, mais à l'écrit, c'est beaucoup moins le cas. Et donc là, effectivement, ils ont utilisé les outils qu'ils trouvaient, notamment les outils d'IA gratuits hein, pour effectivement rédiger une partie de leur mémoire. Alors, même sans IA, on pouvait le détecter assez facilement. Il y avait des ruptures de style assez évidentes. Hein. Et donc, à l'époque, c'était à l'été 2023 et Compilatio mettait à disposition un démonstrateur que j'ai utilisé de manière assez systématique pour passer de très, très nombreux passages de ces mémoires, hein, ce qui nous a permis ensuite ce qui a permis surtout aux enseignants de ce Master 2 délocalisé d'agir, de taper sur le doigt des étudiants et de leur demander surtout de réécrire les passages problématiques. Donc il n'y avait pas eu de sanction, pas vraiment eu de sanction. C'était plus une grosse gueulante et ensuite vous retravaillez vos passages pour qu'ils soient corrects, quoi. L'été étant passé, le démonstrateur de compilation n'étant plus accessible, on s'est en fait avec mon chef, on s'est posé la question de savoir mais comment on va faire pour détecter ces fraudes à l'IA qui vont s'annoncer de plus en plus massives. Et donc Compilation nous a averti que Magister Plus était à disposition. Et donc, on a dit, on va foncer parce qu'il faut vraiment qu'on ait un filin de sécurité par rapport à ces questions-là. Et parce qu'il fallait aussi avoir un discours rassurant pour les enseignants en leur disant il existe des solutions, elles sont peut-être pas tout à fait parfaites, mais au moins elles permettent d'avoir quelque chose sous la main pour confirmer ou infirmer un doute. Et effectivement, on a déployé Magister Plus au 1er octobre 2023. Et incidemment, derrière tout ça, ce qu'on voulait aussi, c'est d'avoir un levier pour sensibiliser notre gouvernance et les enseignants aux risques liés aux intelligences artificielles génératives en matière rédactionnelle et en matière d'intégrité scientifique et académique. Et donc, Magister Plus nous a permis de démontrer qu'il y avait vraiment des problèmes avec ces IA et avec la référente intégrité académique de l'établissement. On a essayé de sensibiliser notre gouvernance. Donc, ça a été long, difficile, parce qu'il y avait une forme alors je vous parle franchement, il y avait une forme pas de déni, mais de latence, en disant ChatGPT pour l'instant c'est pas terrible, ça donne effectivement des résultats pas terribles, donc je pense qu'on peut le détecter assez facilement. Mais le problème de ce discours-là, c'est qu'il fait fi de l'hétérogénéité des profils des enseignants. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les enseignants ne sont pas des as du numérique. Et donc, pareil pour les étudiants. Donc, on a des publics, des usagers hétérogènes qui ont un profil hétérogène dans leur rapport au numérique. Et il faut effectivement quand même assurer un minimum de solutions pour ce public-là qui n'est pas très au fait du numérique, des IA, etc. Donc, effectivement, on a donc à l'aide de Magister Plus et avec notre discours a porté justement sur ça, c'est-à-dire il faut qu'on agisse, et pas seulement du côté technique avec la mise à disposition d'un outil, il faut qu'on mette en place une politique de prévention. Donc avec Madame Gay, donc la référente intégrité académique, on a sensibilisé la vice-présidence de notre établissement. Le discours est bien passé. Et donc, on a présenté nos préconisations lors d'un conseil d'administration de l'université. Là aussi, le discours est plutôt bien passé malgré certaines réticences ou certaines remarques par rapport aux IA. Mais notre but, ce n'était pas d'aller parler des IA. Notre but, c'était de dire il faut faire quelque chose. Et finalement, ça nous a permis de mettre en place
un groupe de travail avec des enseignants venant de toutes les facultés et instituts de l'université pour élaborer en fait un document de préconisation qui serait applicable à l'ensemble de nos composantes. Donc c'est pas quelque, donc c'est ce que je vais présenter dans quelques minutes, hein. Alors pour revenir un peu quand même sur les usages qu'on peut avoir au niveau des étudiants, hein, par rapport à l'IA, ce que je veux surtout insister, c'est que on a des étudiants qui utilisent de plus en plus les IA. Donc déjà par le passé, l'enquête Le Sphinx Compilatio, qui a été menée auprès d'étudiants et d'enseignants, avait montré que 55% des étudiants déclaraient, il y a une petite faute voilà, utiliser un outil d'intelligence artificielle générative, ce qui était déjà pas mal en août 2023, hein. Donc ça faisait quand même moins d'un an que ChatGPT était sorti. Et que surtout 43% déclaraient l'utiliser comme un outil de rédaction, dont 28% de reformulation. Voilà. Donc finalement, ce qui ressortait de ces usages des IA, c'était un usage d'assistance à la rédaction. Voilà. Et parmi ces étudiants, 75% le déclaraient acceptable. 67% le déclaraient aussi. Alors, ça peut poser un problème justement par rapport aux critères d'originalité que j'évoquais tout à l'heure, notamment pour les documents qui ont un intérêt académique, donc les mémoires de master, les thèses de doctorat. Donc, en termes d'intégrité académique, là, il y a un petit souci, hein, parce qu'effectivement, par rapport aux critères d'originalité et à l'évaluation qui est aussi celui d'un parcours de réflexion de la part de l'étudiant, on n'est pas dans les clous avec les IA. Donc on est sur alors après, c'est là où on met le problème avec ces IA, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on autorise les IA pour de la reformulation, de la correction orthographique, de la traduction, ou est-ce qu'on n'autorise pas du tout? Donc là, voilà, donc ça pose quand même pas mal de problèmes en termes d'intégrité, hein. Donc je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Alors effectivement, récemment, une étude qui a été menée par Digital Education Council a eu des chiffres qui sont un peu analogues, hein. Ça veut dire que, enfin, un peu analogues, qui montrent une nette augmentation, hein, de l'utilisation des IA. En un an, c'est quand même assez énorme. Alors là, c'est une enquête qui a été menée dans 16 pays. Celle de Compilatio, c'était nettement moins, c'était sur un marché francophone. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes pays, hein. Mais en tout cas, ça prouve que 86% des étudiants indiquent utiliser l'IA dans le cadre de leurs études. Donc c'est assez énorme. Alors, j'ai pas tout à fait regardé le détail de l'étude, mais ça montre quand même qu'on a une nette augmentation de l'usage des IA chez les étudiants, que c'est intégré à leur pratique quotidienne. Et donc, effectivement, que ça va induire inéluctablement des changements de paradigme dans l'éducation. Et donc, notre politique de prévention à l'Université Lyon 3 doit aussi un petit peu anticiper ces changements notoires qui vont toucher pas mal de secteurs éducatifs et notamment dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, j'y reviendrai un peu plus tard, moi, l'un des principaux défis qu'on aura relevé, c'est celui des évaluations. Mais j'y reviendrai dans la dernière slide et donc dans les conclusions de cette présentation. Donc le constat qui nous a mené, hein, donc à cette politique de prévention, c'est qu'on a des usages de plus en plus fréquents, que l'IA peut être à la fois un outil bénéfique, notamment pour les apprentissages, puisqu'il permet de faire de ce qu'on appelle de l'adaptative learning, hein, mais qu'il peut être aussi un outil qui permet d'avoir de la fraude, hein, et de la fraude académique. On peut aussi constater que toute interdiction est contre-productive, ne serait-ce que parce qu'on a des étudiants qui aiment beaucoup transgresser, voilà, et que toute interdiction, ça facilite les transgressions. Donc plutôt qu'interdire, hein, comme l'a fait Sciences Po Paris, quand ChatGPT est apparu, le mieux, c'est plutôt d'encadrer les usages. Donc, j'ai parlé à l'instant de la traduction, la reformulation, etc. C'est effectivement peut-être plutôt limiter les usages
par exemple, de la reformulation ou de la correction orthographique. Ça, c'est à voir. Ce sont des choses à cadrer dans une politique de prévention. Donc effectivement, ce qu'on peut aussi constater avec ces outils, c'est qu'on a une méconnaissance notoire des étudiants par rapport à leur fonctionnement et même aux fonctionnalités de ces outils. Par exemple, ChatGPT a une fonctionnalité qui s'appelle la persona, qui nous permet en fait de modifier le comportement de l'IA par rapport au contenu qu'il va nous restituer. Et donc ça, finalement, il y a assez peu d'étudiants, en tout cas moi ce que j'ai constaté au cas que j'ai à Lyon 3, il y a assez peu d'étudiants qui connaissent cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité dans d'autres IA génératifs, par exemple Gemini de Google, les GEMS sont payants. Et donc tout ça, ça procure pas mal de dangers et de risques, en tout cas pour l'intégrité académique. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Alors, justement, dans le livrable que j'évoquais et que j'évoque à l'instant, effectivement, nous, notre objectif, c'est vraiment la prévention des mésusages. Donc, l'idée, c'était, donc par ce livrable, de ne pas interdire, mais de responsabiliser avec, là aussi une petite erreur, une mise à disposition de rubriques de formation en ligne, mais aussi des formations en présentiel sur la manière d'utiliser les IA, tous les dangers que ça comporte en matière de droit, donc comment dire, je perds mes mots, en fait d'éthique, puisque ce ne sont pas des outils qui sont éthiques, en matière de fiabilité des contenus restitués, qui ne sont pas des contenus fiables, en matière de biais, racistes, sexistes, homophobes, etc. Bref, de sensibiliser nos étudiants à tout l'arrière-boutique de ces outils qu'ils ne connaissent pas forcément. On a un public surtout composé de consommateurs à Lyon 3 et pas d'acteurs du numérique. Donc l'idée, c'est de les sensibiliser par rapport à ça, de les responsabiliser par rapport aussi au fait que ces outils, effectivement, facilitent la fraude, mais finalement ne leur permet pas forcément de progresser. Et effectivement, un diplôme, pour obtenir un diplôme, il y a des critères d'évaluation, il y a des critères, donc en tout cas, il y a des choses à respecter pour obtenir le diplôme. C'est pas parce qu'on s'inscrit à l'université qu'on va avoir à la fin un diplôme. Et ça aussi, le discours est pas forcément toujours compris de nos étudiants quand ils arrivent à l'université. Donc on a vraiment là aussi encore un public de consommateurs, aussi et surtout parce qu'on a une offre de formation qui est assez pléthorique en France, et donc ils pensent que parce qu'ils payent un prix du reste assez dérisoire par rapport à d'autres pays, ils vont avoir un diplôme à la clé. Ce n'est pas le cas. Il y a des critères d'évaluation qu'il faut respecter, et notamment en matière rédactionnelle. Alors, l'idée, aussi par le livrable, c'était, outre la responsabilisation, c'était la mise en place d'un contrat pédagogique, c'est-à-dire la mise en place, dans le cadre de cours, donc d'un contrat où on va lister les points qu'on va voir pendant l'année dans le cadre du cours, les critères d'évaluation, la notation qui va être affiliée, etc. Éventuellement, les bons usages, les usages qu'on va autoriser de l'IA, les usages qu'on va interdire, les sanctions si on ne respecte pas le contrat, si on ne respecte pas justement les bons usages de l'IA. Et l'idée, effectivement, là aussi, c'est la responsabilisation de l'étudiant par rapport au travaux qu'il va restituer, notamment dans le cadre des évaluations. Alors effectivement, ça assèche un petit peu la relation enseignant-étudiant, puisqu'on va contractualiser, donc on ne va plus être vraiment dans une relation de gré à gré. Donc on va effectivement y avoir ce côté un peu juridique, un peu sec, un peu réglementaire. Cependant, ça peut aussi justement paradoxalement renouer un lien de confiance entre l'enseignant et ses étudiants. Et là aussi, le livrable insiste, on voudrait vraiment insister là-dessus parce que ça peut poser effectivement, c'est fondamental, cette relation, et
Finalement, l'objectif qui est derrière, c'est un objectif de transparence, que ce soit du côté de l'étudiant, c'est-à-dire, OK, je vais respecter le contrat et je vais, et à la fin du contrat, bah, j'aurai peut-être mon diplôme, et du côté de l'enseignant. Et enfin, effectivement, dans les préconisations, toujours sur cet aspect réglementaire, mais à un niveau beaucoup plus supérieur, c'est la modification des règlements d'examen, puisque ces IA, elles ne sont pas nécessairement incluses dans les clauses que l'on peut avoir dans le règlement intérieur, l'usage des systèmes d'information des universités et les régimes des examens. Donc, il y avait aussi ces préconisations, c'était de modifier ces régimes des examens pour inclure l'encadrement ou l'interdiction des IA. Donc, l'idée, c'est effectivement de prévenir là aussi par les textes réglementaires et de les faire connaître, puisque effectivement, on a aussi un public qui n'est pas qui oublie un peu trop facilement de lire les textes réglementaires quand il s'inscrit à l'université. Donc, l'idée, c'était aussi de rappeler qu'il y a des engagements à tenir là-dessus. Et enfin, il y a aussi la question des sanctions, c'est-à-dire que par rapport à la fraude que l'on peut repérer, c'est de ne pas forcément systématiquement saisir la section disciplinaire, parce qu'on a des cas qui peuvent ne pas en relever, notamment pour des évaluations assez basiques, hein. Et l'idée, c'est que les équipes pédagogiques, là, plutôt se réunissent entre elles pour se concerter et élaborer une grille de sanctions avec toute une batterie de sanctions qui vont voilà, d'une réécriture du travail problématique jusqu'à une note vraiment pénalisante. Mais l'idée, c'est de ne pas saisir systématiquement effectivement cette session disciplinaire qui doit quand même, de manière globale, rester, on va dire, exceptionnelle pour des troubles vraiment graves. Et le problème de l'utilisation de ces IA, c'est que maintenant, les étudiants les utilisent même pour rédiger les textes de leur présentation lors de travaux dirigés. Donc là-dessus, est-ce que ça vaut vraiment le cas de la peine de saisir la section disciplinaire, puisque dans le cadre de l'université française, si on veut saisir la section disciplinaire, il faut qu'on ait aussi un avis du président de l'université. Donc du coup, c'est faire beaucoup pour peu. Donc voilà les préconisations qu'on a mis dedans. Donc il y avait ce volet effectivement préventif, donc avec la responsabilisation de tous les acteurs de l'université, la mise en place de formations sur l'IA et en lien donc sur les usages de l'IA, donc comment ça fonctionne, et sur les dangers de l'IA. Voilà, la mise en place d'un contrat pédagogique et une modification des règlements. Avec éventuellement aussi, et ça je ne l'ai pas mis, et je ne l'ai pas encore évoqué, et ça tient beaucoup à la référente intégrité scientifique, une déclaration sur l'honneur pour tous les travaux de recherche. Donc c'est essentiellement les mémoires de master, hein, et le doctorat. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là aussi, il y a l'idée, encore une fois, de responsabiliser les étudiants. Et éventuellement aussi par cette déclaration sur l'honneur. Alors là, c'est encore en débat, mais il y aurait peut-être aussi l'idée en dessous de la déclaration de l'honneur, de mettre un texte supplémentaire où l'étudiant devrait indiquer quel usage il a fait de l'IA s'il l'utilise. Donc par exemple, les traductions. Si un étudiant traduit un texte de l'anglais au français et l'introduit dans sa thèse ou dans son mémoire, l'idée, ce serait qu'il le déclare. Donc là aussi, il y a encore une fois le principe de transparence que j'évoquais il y a quelques minutes. Être totalement transparent en matière rédactionnelle pour tous les travaux d'un intérêt scientifique. Alors, en matière de sanctions, je voulais juste vous montrer un exemple. On a des cas, donc Compilation nous a permis de détecter des cas, hein, effectivement, depuis qu'on a mis en place Magister Plus, et on a déjà des sanctions. Pour l'instant, les sanctions, elles sont relativement faibles par rapport à la grille de sanctions disciplinaires qu'on peut avoir. Généralement, c'est un blâme ou un avertissement. Ça ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce que le problème
parce qu'effectivement, Magister Plus délivre des résultats, mais ce sont des indicateurs, ils n'ont pas valeur de preuve en matière d'IA. Donc, en fait, il est assez difficile de sanctionner un étudiant si on n'a pas quelque chose, si on n'a pas un document qui nous permette d'avoir une preuve certaine. Donc, pour le moment, les sanctions sont relativement clémentes, même si effectivement, on est sur le bas de l'échelle des sanctions disciplinaires prévues par le Code de l'éducation. Donc, le livrable du GTIA qui a été produit, actuellement, il est en cours, donc il n'y a pas encore eu de communication formelle. Pourquoi? Parce qu'on est en période électorale dans notre établissement, d'une part, et deuxièmement, il est encore perfectible, et troisièmement, des composantes se sont aussi réunies pour élaborer leur propre livrable. Donc, on a effectivement donc l'IUT, par exemple, a mis en place un GT, travail sur l'IA, qui va beaucoup plus loin que le livrable qu'on a donné. Donc, le livrable global Lyon 3 est à voir comme un premier rideau de mesures à mettre en place par rapport aux IA et à la fraude avec ces outils. Ensuite, libre aux composantes de s'approprier le livrable et de l'enrichir avec leurs propres préconisations. Pourquoi? Parce qu'on a des champs disciplinaires qui varient, et notamment dans des composantes très professionnalisantes comme l'IUT, il y avait besoin de compléter ou d'ajuster ce livrable par d'autres mesures, notamment tout ce qui est formation à l'IA du côté des étudiants. C'est-à-dire, on va former les étudiants aux IA. Pourquoi? Parce que à l'issue de leur formation, l'idée, c'est qu'ils aient des compétences pour manipuler les IA dans le cadre de leur insertion dans le monde du travail. Voilà. Alors, par rapport au livrable IA, hein, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas évoquées dans ce livrable. Donc, je vais les évoquer directement tout de suite là maintenant. C'est notamment celui des évaluations. Et pour moi, en fait, c'est le cœur pas le cœur, mais l'axe principal sur lequel on doit réfléchir dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la manière d'évaluer les étudiants avec, sans et malgré l'IA. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tous les travaux qui sont rédigés à distance peuvent par nature désormais être suspects d'avoir été rédigés ou conçus par une IA, et donc le critère d'originalité disparaît. Donc il va sans doute falloir, pour une bonne partie de nos formations, repenser ces évaluations. Ces évaluations, elles peuvent être en lien avec une modification de l'offre de formation. En particulier, ici à Lyon 3, ce sera éventuellement le déploiement de l'approche par compétences, ce n'est pas encore le cas dans notre établissement par rapport à d'autres établissements de Lyon et en France. Mais effectivement, l'idée, c'est effectivement d'intégrer ces IA dans des formations qui sont plus professionnalisantes. Effectivement, donc ce que j'ai mis comme point là aussi, c'est l'intégration des usages de l'IA dans les formations. Il faut que nos enseignants et nos étudiants prennent en main ces IA, en saisissent donc les enjeux, tous les écueils qu'il peut y avoir, les problèmes qu'il peut y avoir d'un point de vue éthique derrière, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, et de savoir s'en servir. Et donc là, c'est un gros chantier parce que c'est pas forcément le cas actuellement. Je suis pas certain que nos gouvernants soient toujours très au fait de ces usages. Voilà. Donc, et des potentialités, des effets que ça va induire, hein, sur la manière d'enseigner et la manière aussi pour les étudiants d'apprendre, puisqu'effectivement, il y a aussi ce chantier-là. Alors, ça suppose qu'on conçoive, nous aussi, de notre côté, des formations, notamment à destination des enseignants, ça veut dire des formations de formateurs, hein, tout simplement. Et ça, c'est le cadre, ça, ce serait plutôt la mission de mon service, qui est le service
appui à la pédagogie de mon établissement. Donc, il va aussi falloir qu'on forme les enseignants à ces IA, puisqu'on a là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, un public fortement hétérogène. Donc, il faut aussi qu'on prévoie quelque chose pour eux. Et donc, voilà, hein, donc c'était les perspectives que je vois moi. Voilà. Et donc, voilà, j'ai fini, en fait, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup Yves pour cette présentation très intéressante et pour ce retour d'expérience. Alors, ouais, je sais pas. Donc, j'espère que. Alors, j'ai un peu hésité sur. Voilà, j'ai un petit peu bafouillé. Je m'excuse. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez. Voilà, est-ce qu'il y a des points qui méritent d'être revus? Eh ben, Il y a eu plusieurs questions. On a plusieurs questions. On a une dizaine de questions. On y va. Parce que d'ailleurs, c'était un sujet très, très intéressant. Il y a quelques questions auxquelles vous avez déjà répondu dans votre présentation, mais ça serait quand même intéressant d'y revenir. On va commencer par la première question. Imen qui nous demande est-ce que l'utilisation de l'IA ou ChatGPT est systématiquement considérée comme étant du plagiat? Alors, la fraude à l'IA, enfin, là, je parle du point de vue français, hein, donc attention. Donc, la fraude à l'IA, donc en tout cas, c'est pas du plagiat. Donc, c'est vraiment de la fraude. Pourquoi c'est pas du plagiat? Parce que le plagiat, c'est quoi? C'est une infraction au droit d'auteur, c'est-à-dire une reprise indue d'un texte où on ne cite pas l'auteur d'origine. Donc, en fait, le plagiaire, il va faire du copier-coller, basiquement, hein, et il va citer l'auteur et la source dont il a fait, où il a fait son copier-coller. L'intelligence artificielle, c'est différent à partir du moment où, en fait, il restitue un résultat à partir de bases de données qui lui ont permis d'apprendre. Je fais les choses très schématiques, hein, mais j'ai des collègues qui pourraient vous parler de ça pendant 3 heures. Mais en gros, en fait, il va restituer un texte qui est une production, on va dire, technique à partir de bases de données qui sont derrière. Donc, il y a des auteurs derrière, mais en fait, c'est une digestion de sources qui sont derrière. Mais le texte n'est pas produit par un auteur, il n'y a pas d'humain derrière. C'est une machine, hein, qui produit du texte. Donc, en fait, on ne peut pas identifier d'auteur. Alors, ça ne limite pas le fait qu'il y a des véritables problématiques, notamment dans le pillage des sources qui ont permis aux IA d'apprendre, hein. Donc, et ça, vous trouverez énormément d'articles là-dessus, hein, sur le côté éthique des IA. C'est c'est vraiment, voilà, c'est pas bien, quoi. En fait, il y a des robots qui vont moissonner des données, qui ne demandent pas l'autorisation aux auteurs, et ensuite, ça va permettre à ces IA de s'entraîner et d'apprendre. Voilà. Donc, c'est pas du plagiat. En revanche, c'est de la fraude parce que j'ai évoqué plusieurs fois le critère d'originalité, mais en fait, c'est le cœur du problème. On demande à un étudiant de produire une réflexion originale. Voilà. Et donc, le produit de sa réflexion à lui. Et l'IA, ça ne réfléchit pas, ça restitue. D'ailleurs, voilà. Par rapport à ça, pour vous, qu'est-ce que le critère d'originalité? Le critère d'originalité, c'est je produis, en fait, quand je rédige quelque chose, c'est mon œuvre à moi. Donc, en fait, c'est mon produit, je rédige avec mon style et je produis une réflexion selon un plan organisé que j'ai moi-même décidé. Et l'idée, c'est de prouver quelque chose, une thèse, de la prouver ou de l'infirmer d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est un texte où on va avoir une introduction, on va établir une présentation du sujet, une problématique. Et l'idée, c'est que le raisonnement qui va suivre avec un plan confirme ou infirme la problématique qu'on a émise. C'est ça, en fait, un travail scientifique. Et le critère d'originalité, c'est ça, en fait, c'est de produire une réflexion originale. Alors que ce soit... alors, là, j'évoque, ce que j'évoque là, c'est surtout les mémoires et les thèses, hein. Mais la démarche est la même pour les travaux des étudiants. On attend qu'ils produisent un travail original et qu'ils motivent leur raisonnement. Voilà, qu'ils l'expliquent. Alors, on a une autre question, cette fois par rapport à la fiabilité de l'outil de détection d'IA Compilatio Magister Plus. On pourrait répondre à cette question
de notre côté, mais on préfère quand même vous laisser répondre pour avoir votre avis sur le sujet. Alors, c'est un peu touchy comme sujet. Voilà. Alors, justement, moi, ce que j'ai constaté, mais ça relève de moi, donc c'est moi, Yves Moreau. Hein, d'accord? Ok, donc en tant que référent plagiat Lyon 3. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'outil, il est fiable pour des contenus qui ont été rédigés par ChatGPT ou Gemini et qui n'ont pas été retouchés ou très peu retouchés. Donc, en fait, sur ChatGPT, l'utilisateur émet une requête et ChatGPT restitue un contenu, donne un contenu. Et généralement, les étudiants copie-collent le contenu donné par ChatGPT ou une autre IA dans leur document sans forcément retoucher le texte. Et là, Compilatio, il est fiable. En tout cas, actuellement, avec les modèles qui sont en plan gratuit, donc GPT-4 notamment, parce que c'est GPT. Alors, mais effectivement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une baisse de fiabilité. Alors, je ne veux pas non plus vous mettre la tête dans le sable, mais il y a une petite baisse de fiabilité avec les derniers modèles de ChatGPT, GPT-0, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je le trouve relativement fiable par rapport à des étudiants qui ont une connaissance basique des outils d'IA. Tout à l'heure, j'ai évoqué la persona. Généralement, c'est des étudiants qui ne savent pas utiliser ces outils de persona, de paramétrage des instructions. Et c'est l'essentiel de la fraude qu'on peut avoir. Hein. Donc après, pour les stratégies de fraude un peu plus élaborées, on en a aussi. Hein. Et là, effectivement, l'outil peut ne pas s'avérer performant. Voilà. Mais ça dépend du mode de fonctionnement de Magister Plus. Hein. Parce qu'effectivement, le problème des IA, c'est qu'on est sur des approches statistiques du texte. Donc, en fait, ces IA ne fournissent pas un contenu fiable, et ça, les étudiants ne sont pas forcément au courant. Elles fournissent un texte qui est, d'un point de vue des probabilités, statistiquement le plus probable, en fait. Voilà. Ouais. Pour faire simple. Alors, là aussi, je schématise à mort, mais c'est difficile d'expliquer. Voilà. Ouais. Et donc, Compilatio, Magister Plus, il doit avoir des outils qui sont un peu analogues, je pense. Hein. Je ne connais pas ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, je spécule là, hein, je postule. Et moi, je pense que là aussi, il y a une analyse statistique des textes que fournissent les utilisateurs et qui va dire, ah bah là, selon la fréquence des mots utilisés, etc., ça se rapproche vachement de ce que peut donner une IA. Voilà, en termes de contenu. C'est à peu près ça. Merci d'avoir donné votre retour et votre avis sur le sujet. C'est très intéressant d'avoir ce genre de retour. D'ailleurs, vous avez parlé des autres IA génératives autres que ChatGPT, que Gemini. On a une question à ce sujet-là de Xavier qui nous demande est-ce qu'il y aurait des IA meilleures que ChatGPT, et qui demande également, il nous dit n'importe quelle personne disposant de données ne peut-elle pas créer sa propre IA générative? Alors, techniquement, on peut créer sa propre IA générative, mais il faut avoir quand même quelques données. Il y a des outils qui existent sur le web, donc c'est pas impossible. Simplement, il faut avoir un peu de temps devant soi, se former un petit peu, c'est faisable. Après, c'est pas non plus à la portée d'un étudiant lambda ou etc. Voilà. Ensuite, effectivement, c'était la suite de la question, c'était y a-t-il des IA meilleurs que ChatGPT? En fait, ça dépend des usages. Ça dépend des usages. Par exemple, en traduction, DeepL, l'outil de traduction qui est très utilisé par nos étudiants, est meilleur en termes de traduction que ChatGPT. Et il y a une intelligence artificielle derrière. En fait, l'IA, elle est déjà présente un peu de partout dans les outils qu'on trouve sur le web. DeepL, il y a des outils de reformulation qui existaient avant ChatGPT, Smodin, s'il y avait de l'IA derrière. Voilà. Et puis, ces outils vont de toute façon se systématiser sur tous les outils. Donc, la suite, voilà. Donc, Microsoft Copilot, donc la solution qu'on trouve actuellement aussi pas mal utilisé par les étudiants, donc du coup, ça leur permet de générer des contenus. Et derrière Microsoft Copilot, on a du ChatGPT. Donc en fait, j'ai envie de dire, on peut pas interdire puisque ça va de plus en plus se généraliser, et pas uniquement
pour des contenus rédactionnels, ça va être rédiger des images, des schémas, etc. Donc en fait, il va falloir trouver des solutions autres que l'interdiction, donc l'encadrement, et puis être plus malin qu'eux, tout simplement, être plus malin que les fraudeurs, notamment dans les évaluations ou le travail qu'on demande aux étudiants. Mais ça suppose de connaître les outils, ce qu'ils ont dans le ventre, donc de les manipuler. C'est pour ça que j'ai parlé des formations tout à l'heure, c'est vachement important de former les enseignants à ces outils, comment ça fonctionne, quelles sont les potentialités de ces outils, sachant qu'on ne pourra avoir que des formations à un instant T sur les outils, puisque ça évolue tellement vite. Voilà, que après, ce sera à eux de se responsabiliser, d'être autonomes dans leur propre formation, d'être à jour. Et vous, de votre côté, à l'Université de Lyon, est-ce que vous avez des ressources en interne pour vous aider justement à former les enseignants? Alors justement, avant de produire le livrable que j'évoquais, hein, on a des composantes qui se sont mises sur le sujet, et on a dans la faculté des humanités et lettres de l'université avait produit un module de formation. Et donc ce module va sans doute être systématisé à l'ensemble de l'établissement, et il est plutôt pas mal, hein, pour avoir une première approche des IA. Donc il serait généralisé à l'ensemble de nos usagers, enseignants comme étudiants. Voilà. Mais l'idée, c'est aussi de produire des formations qui soient facilement accessibles en ligne, parce que là, c'était un premier jet, en fait. Donc, en termes d'ingénierie pédagogique, c'est un peu tristounet. Voilà. Mais donc, l'idée, c'est aussi de glamouriser tout ça et de les rendre attractives, notamment du côté des étudiants. Donc avec des choses qui soient pas que du PDF ou du diaporama. Voilà. D'accord, on a eu pas mal de questions sur la question de la preuve. Vous l'avez évoqué dans votre présentation. Je ne sais pas si vous pouvez donner plus d'éclaircissement par rapport à ce sujet-là. Ouais. Alors, ça concerne les rapports d'analyse de compilation. Tout à fait. Les rapports d'analyse de compilation. Alors, justement, en matière de plagiat, compilation, c'est quand même. Alors là, je vais vous passer un peu de la pommade. Vous êtes quand même l'outil le plus fiable en termes de détection de plagiat sur le marché. Par rapport de toute façon, vous êtes, en tout cas en France, voilà. Vous êtes vraiment taillé pour le marché hexagonal, notamment en sciences humaines et sociales. En tout cas, moi, dans les domaines de mon université, je le constate. Voilà. Et donc, que les résultats qui sont délivrés par compilation sont fiables là-dessus. Voilà. Et donc, les rapports d'analyse permettent de remonter aux sources qui ont possiblement été plagiées par les étudiants. Et dans le cas d'une procédure disciplinaire, ces rapports d'analyse prouvent qu'il y a eu une infraction au droit d'auteur. Et donc, la section disciplinaire peut statuer par rapport à cette fraude qui a été prouvée par les rapports. Donc, dans les sections disciplinaires, les rapports compilation sont des documents qui permettent de motiver l'avis des membres de la commission. Et généralement, ils font foi de ces documents. Voilà. Là-dessus, là, je peux, en tout cas, là, je peux vraiment, pour nous, en tout cas, à Lyon 3, les rapports de compilation et par rapport aux similitudes et aux plagiats, hein, nous ont vraiment permis d'éviter des cas vraiment problématiques. Je vais pas digresser là-dessus davantage, mais vraiment, hein, sincèrement, et nous, ça nous a rendu de fiers services, de bons services. Alors, on a une petite question par rapport à la reformulation. Est-ce que la reformulation, notamment grâce aux outils d'IA génératifs, ça peut être ChatGPT, ça peut être du Smodin ou des outils de formulation, est-ce que pour vous, c'est du plagiat ou est-ce que c'est de la fraude? Alors, c'est pas. Alors, ça, en fait, est-ce que c'est vraiment de la fraude ou c'est difficile parce qu'en fait, ça dépend des attentions pédagogiques. C'est à l'enseignant de déterminer si c'est une fraude ou pas, en fait. Tout à l'heure, je parlais du critère de transparence aussi, de la notion de transparence. En fait, l'idée, c'est que si un étudiant utilise les IA et que l'enseignant l'autorise, il faut qu'il y ait
de part et d'autre un principe de transparence. Du côté de l'enseignant, ça va dire quels usages sont autorisés. Traduction, reformulation, correction orthographique. Et du côté de l'étudiant, c'est de déclarer de son côté qu'on a utilisé l'IA pour tel usage, tel usage, tel usage et tel usage. Donc, si c'est de la reformulation, c'est difficile parce qu'en fait, ça dépend du degré de reformulation aussi. Si c'est une modification substantielle des phrases, oui, c'est de la reformulation. Mais si c'est de la paraphrase ou de la pariphrase où on va intervertir un verbe ou un mot, est-ce que ça vaut vrai? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment problématique? C'est un vrai sujet en fait, hein, parce que cette reformulation, donc je parlais de la paraphrase ou de la périphrase, mais dans le cadre du plagiat, la reformulation, ça peut être une forme de plagiat. Et d'ailleurs, c'est ce que du côté de la Suisse, Michel Bergada, pour elle, la reformulation, la paraphrase, la périphrase, c'est une forme de plagiat. Si l'auteur dont on a emprunté le texte n'est pas cité. Donc ça pose vraiment une vraie question là-dessus, quoi. Voilà. D'ailleurs, on voit dans les commentaires, en même temps que vous parlez, les commentaires disent qu'il y a des distinctions. En fait, tout le monde commence par dire chez nous, dans notre établissement, c'est ça, pour nous, c'est ça. Et en fait, ça montre ce que vous disiez. En fait, on doit se poser pour définir les consignes dans son établissement, définir le cadre et après le rendre transparent pour que chacun sache où il évolue, quoi. Mais effectivement, il n'y a pas de réponse forcément juste sur les cas d'usage, quoi. Non, ça dépend vraiment des ça prend vraiment des usages et des objectifs qu'il y a derrière aussi, des objectifs pédagogiques qu'il y a derrière. Alors pour conclure, une dernière question. Est-ce que vous diriez qu'après 2 ans, l'Université de Lyon a pu s'adapter à l'usage des IA génératives? Alors, pas tout à fait. Pas encore. Pas encore, tout simplement parce que d'un point de vue de la... Parce qu'en fait, je vais avoir un discours un petit peu iconoclaste, mais l'IA, il met en exergue tous les problèmes et les contradictions qu'on peut avoir par rapport aux nouveaux outils numériques dans le cadre de l'enseignement en matière pédagogique. Et donc, en fait, ça pose des vrais problèmes parce que ça peut induire aussi du côté des enseignants un changement de posture, c'est-à-dire une remise en cause plus ou moins importante de leur magistère, c'est-à-dire de leur position surplombante par rapport au savoir et par rapport aux étudiants. Et donc là, effectivement, avec l'IA, tout à l'heure, je montrais une slide par rapport à un article du siècle digital. Il va y avoir un changement de paradigme qui va nécessairement impacter cette position. Et donc, l'idée, c'est d'y aller pas à pas. Et les intelligences artificielles, c'est justement un révélateur par rapport à ça. Et donc, les premiers rideaux de mesure qu'on peut avoir par rapport à ces effets qui vont être assez sensibles sur la manière d'enseigner, mais aussi la manière d'apprendre du côté des étudiants, mais ça, je ne l'évoque pas. Mais la manière d'enseigner, ces dispositifs d'encadrement, de réglementaire, de préconisation liés à la sensibilisation, à la prévention, ça peut être un premier rideau de mesure qui vont permettre d'assurer une transition assez sereine ou assez paisible. Voilà. Mais c'est difficile de voir l'avenir, mais moi je vois vraiment un problème vis-à-vis de ça par rapport à notre public d'enseignants, parce que on a un public d'enseignants, on n'a pas d'enseignants qui ont une formation assez élitiste, et en fait remettre en cause finalement cette formation qu'ils ont eue, leur rapport par rapport aux connaissances, leur rapport par rapport à la pédagogie, ça dérange beaucoup. Mais ça dérangeait déjà il y a 25 ans avec Wikipédia. Mais là, ça dérange encore plus parce que maintenant, ça touche à d'autres compétences à des compétences
professionnel. Voilà. Et en matière, donc les outils numériques permettent maintenant d'avoir un accès assez large au savoir. Et maintenant, ce que ça induit par rapport aux études, par rapport aux enseignements, c'est vraiment le cadre d'évaluation. C'est ça le problème, en fait, le cœur du sujet. Et ça dérange beaucoup d'enseignants. Par exemple, il y a des disciplines qui sont actuellement plus touchées que d'autres, notamment les langues, parce que les outils d'IA permettent de modifier, de traduire très facilement. Les lettres, ne serait-ce que pour les capacités rédactionnelles de reformulation, de rédaction, etc. Et en fait, il y a des disciplines où le discours et le changement, l'accommodement par rapport à ce changement de posture que j'évoquais vont être très difficiles à faire passer. Donc, on y va pas à pas, on encadre plus qu'on interdit, on met en place donc un cadre qui est assez souple, hein, et après on y va pas à pas, on se prend pas la tête non plus. S'il y a besoin de réévaluer le dispositif, on l'ajuste, etc. Mais il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait surtout aussi une volonté politique forte de mettre en place ces cadres. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une impulsion politique. Si on part du bas vers le haut, ça ne marchera pas. En revanche, si on part du haut vers le bas, là, il y aura un impact de ces politiques de prévention et d'encadrement qui sera beaucoup, beaucoup plus facile à faire passer. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Merci beaucoup pour votre temps, c'était très très intéressant. On va clôturer donc notre conférence. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour cette conférence. Nous sommes vraiment contents et nous avons le plaisir d'ailleurs d'organiser cette conférence. Nous sommes vraiment contents de vous voir aussi intéressés, aussi nombreux à participer à ce genre d'événement. Merci encore à tous. Merci Yves. On vous donne rendez-vous pour notre dernière conférence. Là, juste après avoir fermé la session, vous aurez un questionnaire. Nous vous invitons à y répondre. Ça nous sert beaucoup pour améliorer nos événements, nos présentations. Donc, encore merci à tous et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.